Bonjour, on continue ici la question 2 de cet exercice-là qui consiste à calculer le champ électrostatique à l'aide du théorème de Gauss. On a déjà calculé ce premier membre, c'est-à-dire le flux du champ à travers la surface de Gauss. Maintenant, on va faire le calcul du second membre, c'est-à-dire la somme des charges internes à la surface de Gauss. Pour le calcul du flux, je vous laisse le lien dans la description ci-dessous. Avant de commencer, on doit considérer que notre cylindre creux est constitué de deux cylindres coaxiaux. Le cylindre interne de rayon R1 et le cylindre externe de rayon R2. Et l'espace entre le cylindre R1 et le cylindre R2 est chargé de la densité de charge volumique ρ. Alors on voit bien que l'espace est constitué de trois zones distinctes selon la densité de charge qu'il contient. On a cette première zone où il n'y a aucune charge, cette deuxième zone où on a toute la charge et la troisième zone à l'extérieur des deux cylindres où il n'y a pas de charge. Or, nous, on cherche à calculer le champ à n'importe quel point de l'espace. Donc, le point M peut être placé ici, ou bien là, ou bien carrément à l'intérieur. Alors, on a trois cas, et chaque cas présente une charge interne différente. Commençons par placer le point M dans cette zone. C'est-à-dire le rayon du cylindre de Gauss passant par M est inférieur à R1. On écrit alors K où petit r est inférieur à R1. C'est-à-dire le cylindre de Gauss est à l'intérieur du cylindre interne, comme le montre ce schéma-là. Or, dans cette zone, il n'y a pas de charge. Donc, la charge interne à la surface de Gauss est nulle. Et par application du théorème de Gauss, ici, on trouve que le champ est égal à 0. Donc, le vecteur champ est égal au vecteur nul. Passons maintenant à la deuxième zone. C'est-à-dire le point M ou bien le cylindre de Gauss est placé entre les deux cylindres. C'est le cas où petit r est compris entre R1 et R2. Et comme on a déjà vu, dans cette zone, on a une densité de charge volumique. Du coup, pour calculer la charge, on doit multiplier cette densité par le volume correspondant. Donc, sigma dq interne est égal à l'intégrale de ρ fois dv. dv étant le volume élémentaire dans le système de coordonnées cylindriques. C'est r dr dθ dz. Les variables r, θ et z sont des variables indépendantes, donc je peux séparer les intégrales. Et comme on a une densité uniforme, donc ρ est une constante, donc je peux la faire sortir du signe intégral. Pour les bornes d'intégration, alors qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer seulement la charge interne à la surface de Gauss. Voilà, je montre sur le schéma. J'ai assuré en bleu la charge totale qui existe entre les deux cylindres. Et en rouge seulement la charge interne à la surface de Gauss. Alors pour la variable z, on voit que la charge rouge varie de 0 jusqu'à h. Donc on intègre z de 0 à h. En ce qui concerne la variable θ, alors pour décrire le cylindre de Gauss, θ varie de 0 jusqu'à 2π. Maintenant pour la variable r. On voit bien que la charge rouge commence à partir de ce point-là. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de charge. C'est-à-dire la charge commence à partir de R1 et s'arrête en ce point-là, c'est-à-dire petit r. Oui, entre petit r et R2, il y a une charge, mais cette charge, elle est à l'extérieur du cylindre de Gauss. Pour mieux voir les choses, j'effectue une coupe transversale à ce niveau-là. Je la retourne dans le plan de la feuille. On voit ici en rouge la charge interne à la surface de Gauss. On voit bien qu'elle commence ici à partir de grand R1 et finit ici au rayon petit r. Du coup, on intègre la variable r de grand R1 jusqu'à petit r. Puis, par simple intégration, on obtient cette expression-là. On applique alors le théorème de Gauss pour trouver le champ E. Donc, on a le flux qui est égal à E fois 2π RH, qui est égal à cette expression de charge interne divisée par epsilon 0. Après simplification, on trouve E égale
à ρ sur 2 epsilon 0 fois r carré moins r1 au carré sur r. Et pour le vecteur champ, il suffit de multiplier cette expression par le vecteur unitaire ER. On passe maintenant à la troisième zone, c'est-à-dire le cylindre de Gauss est à l'extérieur des deux cylindres. C'est le cas où petit r est supérieur à grand R2. On voit bien que la charge interne au cylindre de Gauss est celle-ci. C'est cette partie que j'ai hachurée en rouge. Pour le calcul de Q interne, on garde toujours la même expression que l'étape précédente. Sauf ce qui va changer, ce sont les bornes d'intégration. La charge n'a pas varié suivant Z et suivant θ, mais elle a varié suivant R. Du coup, on va garder les mêmes bornes d'intégration pour la variable Z et pour la variable θ. Mais pour la variable R, on voit bien que la charge interne commence ici, à partir de R1 et finit là, en R2. Donc, on intègre la variable R de R1 jusqu'à R2. Ainsi, on trouve après un simple calcul d'intégration, sigma de Q interne est égal à ρ fois R2 au carré moins R1 au carré fois pi h. Appliquons maintenant le théorème de Gauss. Phi est égal à sigma dq sur epsilon 0. Donc on a E fois 2 pi RH est égal à cette expression-là sur epsilon 0. Ainsi, on trouve E est égal à ρ sur 2 epsilon 0, facteur de R2 au carré moins R1 au carré sur R. Pour le vecteur champ, il suffit de multiplier cette expression par le vecteur ER. Voilà, on résume ici les trois expressions du champ suivant les trois cas. J'ai fini cette question, on passe à la question numéro 3, mais dans la vidéo suivante.